Il me viola durant 6 longues années, de 8 à 14 ans. Je garde en moi depuis 60 ans les odeurs, les gestes obligés, les pénétrations douloureuses, ma vie d'enfant bousillée, mon mal-être, toujours cette peur. Le viol a su à jamais éteindre cette lumière d'enfance, tel un voleur. Les prédateurs d'innocents sommeillent dans votre entourage. Prenez garde à vos enfants. Salut Gilles, comment tu vas? Eh bien, écoute, je vais bien. Je Écoute, vais bien quand je te vois. c'est gentil. Moi, ça Ça me fait fait tellement plaisir de te longtemps. revoir. On s'était vu il y a quelques temps à la mairie du 19e, Du dans un- 20e. du 20e, pardon, Ouais. dans un combat qu'on partage contre la pédophilie d'une façon générale et la pédocriminalité, pour ma part, d'une façon particulière. Gilles, Amédée Dumio, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Nous dire un petit peu dans quel contexte on s'est rencontrés et surtout ce livre incroyable qui sort donc aujourd'hui, qui sont les écrits de ton grand-père Voilà. que, qui est parti dans les tranchées, qui s'est retrouvé à 20 ans pour répondre à l'appel voilà, contre l'envahisseur et qui s'est retrouvé dans les tranchées et qui a écrit voilà, qui a écrit son journal de bord et tu es tombé dessus Voilà, par hasard. tout à Et, fait. Donc, il avait écrit, donc à l'âge de 20 ans, sur des petits carnets d'écolier. Il avait écrit tous ses sentiments, toutes les petites choses de la journée qui passaient, les bonnes comme les mauvaises. Et puis, la guerre finie, il a oublié ses petits carnets. La vie l'a Mhm. repris dans ses bras. Et puis, au bout de 50 ans, à l'âge de 75 ans, il est retombé sur ses petits carnets. Donc, maman lui dit, écoute, tu devrais, au moins pour la famille, tout mettre au propre, de façon qu'on garde un souvenir de toi, de tes écrits. Chose qu'il a fait. Il l'a fait à l'ancienne, c'est-à-dire il l'a écrit d'une façon manuscrite, une très belle écriture à l'ancienne. Et puis, pareil, lui, il est mort 2 ans après. Et puis, voilà, la vie a continué. Maman a vécu encore un peu, puis est partie. Et puis, moi, j'ai retrouvé, 50 ans après, les Mhm. écrits du grand-père en manuscrit. Et je dis, tiens, voilà quelque chose qui peut être intéressant. Je vais les faire dactylographier pour que ce soit plus lisible. Mais je dis, on ne sait jamais, peut-être les présenter un jour à une maison d'édition. Donc, ça a été fait comme ça. Je l'ai présenté à plusieurs maisons d'édition qui ne l'ont pas accepté parce que ça ne les intéressait pas, le Garde 14, tout ça, ça ne les intéressait pas. Et j'ai trouvé une maison d'édition qui, eux, ont été intéressés. Donc, voilà, intéressant. Donc, ils m'ont demandé si j'avais des photos. Je dis oui, j'ai plein de photos, plein de papiers militaires de mon grand-père. Donc, on leur a tout envoyé. Mhm. Et puis, en rangeant comment te dire, en rangeant mes tiroirs, un jour, je tombe sur un interview de maman qu'elle avait faite pour une radio à Lyon et où elle parlait de son papa, donc de mon grand-père, et de sa Mhm. guerre, de ses écrits. Et donc, on entend sa voix. Donc, autant te dire que pour moi, c'est quelque chose d'un petit peu difficile à écouter. Et puis, en plus, elle finit par 2 poèmes, parce qu'après, en vieillissant, il avait écrit énormément de poèmes, il adorait écrire. Mhm. Et elle raconte, elle dit ces 2 poèmes, dont le dernier qui m'est dédié parce que ça correspondait à une petite promenade qu'on avait fait tous les deux. Et on avait vu une vieille maison en ruine et il avait su, avec ses mots, faire revivre ces ruines, Mhm. avec y mettre la vie qui s'était passée dans des tas d'années avant. Et puis voilà, et maman finit là-dessus en sanglots, et ça se termine comme ça l'interview. Donc, j'en parle à mon éditeur, je lui dis, écoute, voilà ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce Mhm. que, est-ce qu'on pourrait mettre le CD dans le. Il me dit, écoute, le CD, c'est plus possible, mais quand il a écouté l'interview, il me dit, c'est très intéressant, ça va avec le livre. Il me dit, on va te le mettre dans ton livre, on va te mettre en QR code. Mhm. Ce qui fait qu'à la fin du livre, il y a un QR code et on a l'interview de maman. Donc, je suis arrivé à réunir tous les deux, mon grand-père et maman, dans ce petit ouvrage. Et voilà, pour moi, la boucle est bouclée. Et,
Et quand tu as découvert ces écrits, quand tu es tombé sur ces écrits incroyables, donc où il raconte la vie dans l'étranger, c'est pas, la vie dans les tranchées, c'est pas rien. Qu'est-ce que tu as ressenti? Quelle a été ta première réaction quand tu as lu ces lignes en te disant, ben voilà. Beaucoup d'émotions, parce que bon, je me remettais 50 ans ou Hmm, 100 ans avant, et et surtout que je retrouvais, te dire, à travers son écriture, je le retrouvais déjà hmm, et chose qui m'était, je parle de Nicolas qui est mon collaborateur, me dit, c'était très étrange, il me dit, toi qui as, moi j'ai jamais voulu écrire parce que j'aimais tellement mon grand-père et sa façon d'écrire que je me sentais pas à son niveau. Et Nicolas il me dit, écoute, les chiens font pas des chats. Vous avez exactement la même façon d'écrire. Vous avez tous les deux le goût de la description. Il me dit, hmm, quand je lis ton grand-père, j'ai l'impression de te lire toi. hmm. Donc, voilà, c'est doublement heureux de sortir ce livre enfin, pour lui, parce que tout le monde est mort, bien sûr, maintenant. Mais voilà, je me disais, avant de partir moi, à mon tour, je veux laisser une trace de mon grand-père et c'est chose faite. En Donc, tout j'en cas, suis ravi. ouais, ce qui est bien, c'est qu'on te sent très très proche de ce grand-père. Pour quelle raison? Alors, très proche, je suis très proche du côté de ma mère, parce que mes grands-parents étaient très proches, ils m'ont beaucoup gardé. Et puis que j'avais une passion, pour moi, c'était un héros, ce grand-père, si tu veux. Tu vois, toute ma jeunesse, quand j'étais petit avec mon petit frère, notre bonheur, c'était quand mon grand-père était assis dans un fauteuil, c'était de s'asseoir par terre tous les deux, chacun sur un de ses genoux, et on le regardait la bouche ouverte. Et il nous contait ou la guerre, ou plein d'histoires, ou même des choses qu'il inventait, pas toujours. Mais c'était une passion. Donc, ça a été mon premier héros. Hmm. Bon, en Donc, tout cas, tu sais de qui tu tiens, parce que toi aussi, tu es écrivain, tu as écrit un très beau livre. Dernier, il est sorti quand, le livre Entre l'arme et lumière, Entre l'arme et lumière, il a dû qui est- sortir il y a 5 ans, quand même. il y a 5 ans et qui est une pièce de théâtre maintenant. Oui, 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 oui. En tout Et cas, j'ai écrit un livre, un film maintenant, à la suite oui, oui. de cette pièce de théâtre. Et ce film, il est en cours. Comment ça va se Alors, passer? ce film est seulement écrit, mais je n'ai jamais trouvé de réalisateur, de gens qui. Hmm. Moi, je suis écrivain, si tu veux. Je ne sais pas me vendre, je ne sais pas comment marchent tous ces trucs. Donc, j'ai écrit encore un deuxième film qui s'appelle Last Trip, que j'ai écrit, qui est autour de c'est une histoire d'amour de seniors autour de la maladie d'Alzheimer. Hmm. Ça se passe dans le New York des années 50. Et j'ai écrit ça pour Meryl Streep et George Clooney. Ah oui, pas rien. Ben oui, moi j'ai besoin, quand j'écris, j'ai besoin de mettre des images. Voilà. Des Donc, visages. Pour revenir un petit peu à ce livre, donc Mes tranchées 14-18 et Mes 20 ans, s'il y avait une anecdote à retenir de cette expérience quand même incroyable, qu'est l'expérience de la Grande Guerre, ça serait quoi? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ces écrits? ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est les périodes où il était dans les hôpitaux. Raconte. Les périodes dans les hôpitaux, parce que je pense que c'est des choses on ne voit plus maintenant, ça, dans les hôpitaux. Mais il disait qu'il était avec des copains à lui qui étaient dans les lits à côté, qui étaient morts dans la nuit, mais qui étaient toujours dans le lit. Donc, il les voyait comme ça. Ceux à qui on avait coupé une jambe ou deux sans les endormir, qui hurlaient. Euh, Toutes ces choses atroces qui n'existent plus maintenant, heureusement. Hmm. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a un peu. Secoué. Hmm. J'ai pas connu ça, quoi. Voilà. Donc, c'était vraiment une époque. Et il y a d'autres faits ou il y a d'autres situations qui t'ont également touché dans ces écrits. Ça représente quoi en volume? Combien de pages il a griffonné un petit peu sur son cahier? Une centaine de pages. Hmm. Une centaine de pages. Et il confiait un petit peu, est-ce qu'il confiait sa... Ce qui est intéressant, c'est que quand il avait 20 ans, il était sous les instructions qu'on lui donnait, effectivement, et il a été élevé, si tu veux, dans la haine du Boche, comme on disait à l'époque, la haine de l'allemand. C'était Hmm. l'ennemi, il était haineux. Et quand il a réécrit, quand il avait 75 ans, quand il a réécrit tout ça, sa vision n'était plus la même de la guerre.
il était plus contre les Boches, il était plus, c'était Mhm. tout des choses qui étaient difficiles. Ils avaient de l'endoctrinement euh, doublé de, ils disaient bien qu'on leur donnait beaucoup d'alcool à boire de façon à pas se rebeller et partir dans les idées qu'on leur mettait dans la tête, quoi, les pauvres. Mhm. Mhm. C'était, Quel enseignement gardes-tu de ton grand-père? quel enseignement, sa droiture qu'il a gardée toute sa vie. C'était un homme extraordinairement droit, très travailleur, il était dur avec lui-même et dur avec les autres. Il fallait que ça marche droit. Mais à côté de ça, il avait une tendresse indéfinie. Je veux dire, il y en a qui le craignaient beaucoup. Et moi, c'est des choses que je ne comprenais pas parce que pour moi, c'était la tendresse même, quoi. Voilà, parce que même ses propres enfants, donc mes oncles et mes tantes, l'ont beaucoup craint. Quand ils étaient enfants, il était très dur. Mais quand il est devenu grand-père, c'est devenu quelqu'un de beaucoup plus proche. Moi, j'ai des centaines de lettres qui m'écrivaient partout quand j'étais en pension, quand j'étais en colonie de vacances, partout. Ouais, Il y a toujours eu une fois par semaine, ma maman m'envoyait manger chez lui quand ma grand-mère est morte. J'allais tous les lundis, j'allais manger chez lui, je lui apportais à manger, on mangeait tous les deux, on passait l'après-midi ensemble. On était vraiment, ça va, je l'ai accompagné toute sa vie, toute ma petite vie de jeune, d'enfant et d'adolescent. Et voilà, c'est vraiment un grand-père merveilleux. un grand-père merveilleux Ouais, qui a passé une vie, qui a eu une vie quand même pas simple, puisque quand on a pas vécu à simple et 20 ans difficile. la vie dans les tranchées, mais toi aussi, tu as vécu des tranchées, et des tranchées quand même compliquées, nauséabondes, les tranchées de l'inceste, de la pédophilie. Moi, Absolument, j'ai fait tout de suite en fait, ce rapprochement, ce lien. ce lien entre Mm. tes tranchées et les tranchées de ton grand-père. Est-ce que tu le fais également ou est-ce que tu peux Et nous en dire un petit peu plus? maintenant que tu me le dis, c'est effectivement, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais c'est un trajet différent, mais qui se rejoint effectivement, là, qui se rejoint. Tu peux nous en dire un peu plus aujourd'hui, un petit peu, pourquoi tu as été accepté de témoigner dans cette mairie du 20e, de ce qui s'est passé Alors, il y a quelques alors, années, et comment tu vois les choses aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'affaires aujourd'hui qui il y a sortent. beaucoup d'affaires qui sortent. Écoute, moi, ça a été quelque chose qui a bousillé ma jeunesse, puisque moi, il a commencé, le prédateur m'a pris, j'avais 8 ans, et il m'a gardé jusqu'à 14 ans. Hmm. Donc, ça fait quand même beaucoup d'années. Et tout ça sous l'œil de mes parents, qui, eux, n'ont rien vu, n'ont rien compris, sont passés à côté de tout. Mais mes parents avaient un restaurant dans la vallée du Rhône. Et comme ce cousin venait passer le week-end souvent pour les aider, il leur disait ben, nous, on va remonter Gilou le dimanche soir. On le remonte à la pension. Moi, j'étais en pension au-dessus de Lyon. On va le remonter et le lundi matin, on l'amènera à la pension. Comme ça, vous n'avez pas à faire 120 km. Donc, pour mes parents, c'était tout bénef, quoi. En plus, ils adoraient ce garçon. Donc, ils ne savaient pas que c'était un prédateur. Donc, et Qu'est-ce qui s'est toujours passé? Qu'est-ce qui le s'est même. passé pendant toutes ces années alors? Alors, toutes ces années, alors c'était pas tous les jours, mais c'était pratiquement une fois par semaine quand il venait chez mes parents. Et toujours le même discours, c'est notre secret à nous deux, n'en parle à personne, surtout pas à ton père, sinon il te tuerait. Enfin bon, toujours exactement, ils disent tous la même chose. Ils disent tous la même chose. Sauf que en grandissant, je me suis rendu compte plus tard que je me disais, en fin de compte, j'avais peur, c'est vrai que j'en ai jamais parlé à mon père, mais je pense que j'avais peur aussi, parce que si mon père l'avait appris, mon père l'aurait tué lui, il ne m'aurait pas tué moi. Mais c'était quand tout était fini, passé, et mon père l'aurait tué lui, ça c'est certain. Et Hmm. mon père aurait fini en prison, donc c'était, voilà. Mais ça, t'y penses maintenant, mais à l'époque, t'y J'y penses. pense maintenant, mais à l'époque, je ne Ouais. pensais pas comme ça, bien sûr que non. Hmm. Non, non, j'étais seulement apeuré. En plus que j'étais tout enfant, mon père, je le craignais énormément.
Voilà, mon père, c'était un directeur d'usine, il avait 600 employés sous sa coupe, et quand il rentrait à la maison, il se croyait encore à l'usine. Donc, il hurlait, il tapait, voilà. C'était un homme, donc, et moi, il m'apeurait enfant, j'en avais peur de mon père. Donc, je risquais pas d'aller lui parler de ça, mon pauvre, Mm. c'était... Et la donc, maman, c'était difficile de se confier à la mère? j'ai pas pu m'en... à ma mère, je m'en suis confié, mais très tard, c'est-à-dire 2, 3 ans avant qu'elle meure. Donc, j'étais devenu un adulte, il y avait très longtemps que tout était passé, et j'avais encore pas écrit L'aile brisée, mais un jour, mais maman avait Alzheimer. Donc, un jour, je lui ai seulement dit, maman, je lui ai dit, j'avais été violée par telle personne et tout. La seule chose qu'elle m'a dite, elle me dit, ah oui, mais c'est normal, tu étais tellement beau, on aurait dit une petite fille quand tu étais petit. Donc, et c'est pareil, sur le coup, bon, j'ai arrêté, j'ai dit, ça sert à rien de parler plus longtemps, elle va pas comprendre. Et plus tard, là, il y a 1 an ou 2, en réfléchissant à ce qu'elle me disait, je me dis, mon Dieu, mais cette phrase, c'était normal parce que tu ressemblais à une petite fille. Ça veut dire que si tu étais une petite fille, c'était normal qu'on te viole. Mm. Tu Mm. vois, c'est le double sens de cette phrase. Ça m'a beaucoup traversé l'esprit, ce chose. Et puis, écoute, moi, quelques années, mon adolescence, je l'ai passé. Après, j'ai tout mis ça sous. J'ai pu penser. Voilà, le tiroir s'est fermé. J'ai eu une vie très riche d'amour, tout. J'ai eu aucun souci. J'étais amoureux de femmes. Et puis, un beau jour, ce qui est arrivé, c'est que je suis allé au théâtre des Nouveautés. J'étais invité à une soirée où il y avait une soirée sur l'enfance maltraitée. Et là, il y avait 3 heures de spectacle avec plein d'artistes qui venaient raconter des viols, les enfants battus, les enfants mal nourris, enfin bon, tout ça. Et tout est remonté à la surface. Mm. Je me suis effondré en larmes. Et là, j'ai voulu voir la personne la productrice de cette soirée, qui était Madame Omaïra Sellier. Mm. Et je lui ai dit, écoutez, je suis bouleversé parce que ce que vous venez de conter, ça m'est arrivé. Est-ce que vous permettez que je vous écrive quelque chose? Alors elle me dit, ben écoutez, pas de souci. Donc on s'est échangé nos mails et tout. Et 24 heures après, elle recevait L'aile brisée, telle Mm. qu'elle. Tout est sorti. Ça a été une, comment te dire, ça a valu tous les psychiatres, Mm. ça m'a énormément aidé. Et ce texte, je l'ai mis sur Facebook. J'ai remporté le premier prix avec ce texte. Mm. Et puis, la personne qui m'a fait recevoir ce prix me dit, écoute, ça serait bien si on en faisait un clip. J'ai dit, écoute, je veux bien en faire un clip, mais moi, je veux que ce soit quelque chose de classieux, de noir et blanc, voilà, qu'à ce titre-là. Je ne veux pas un truc. Donc, on a mis 2 ans pour faire ce clip, et puis le clip est arrivé, voilà. L'aile brisée a existé, et pour moi, c'est une thérapie merveilleuse parce que voilà. Mm. Et d'ailleurs, on va voir bien sûr à la fin de notre petit entretien ce clip qui est magnifique, qui m'a énormément touché. Je voulais savoir aujourd'hui, l'aile brisée, est-ce qu'elle va mieux? Est-ce qu'elle elle a repris son envergure? Est-ce qu'elle reprend son envol? Comment ça se passe? Alors, quand tu parles de l'aile brisée, tu parles de moi ou de l'aile brisée, le film? Je parle de toi. Ah, tu parles de moi. Donc, pour moi, c'est quelque chose de, on va pas dire, je l'ai pas oublié, mais ça fait partie de mon enfance. Mais je Mm. dis, oh, je me suis reconstruit par rapport à beaucoup d'autres. J'ai eu cette chance de devenir un auteur, et je me suis reconstruit en inventant des histoires, des tas de choses, et que je n'ai plus d'amertume ni rien par rapport à ça, si tu veux. Même la personne, tu vois, je n'ai pas cherché ni à le. Parce que maintenant, il doit être très âgé, il est peut-être mort d'ailleurs, mais parce que cette personne, elle s'était, comment dirais-je, au bout de quelques années, elle s'est remariée. Elle s'est remariée, elle a eu deux petites filles, deux jumelles. Et je dis par rapport à ces gamines, je ne me sentais pas de les mettre dans. Voilà, de dire que leur papa avait été une saloperie. Voilà. Oui, mais Donc, peut-être qu'il aurait peut-être fallu aussi, comment dire, je ne sais pas, mais c'était aussi l'occasion
peut-être de prévenir d'autres abus, parce que des prédateurs, c'est difficile Oui, il y en a de partout. Ouais, guérir. Donc, c'est bien pour ça que qu'on a fait les brisés. C'est bien pour ça qu'on a fait le c'est clip ça. et que j'essaie de vendre ce clip un peu partout. Tu vois, j'aimerais. Là, j'ai le journal Le Progrès à Lyon Mm. qui va sortir. Il va sortir un article pour moi autour du 3 novembre pour la sortie de mon livre. Mhm. Et je leur ai proposé. Je lui dis parce que l'aile brisée, ça s'est passé à Lyon. Mhm. Et j'ai dit, j'aurais aimé, je dis, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider, qu'on pourrait sortir, faire une conférence, quelque chose sur Lyon. Elle m'a dit que non, elle ne connaissait pas, et elle me dit que le journal Le Progrès, elle dit, on ne fait pas on fait que de l'instant, les choses qui se, voilà, ils font pas de choses comme ça. Mhm. Donc bon, à moi de continuer à chercher, voilà. C'est, j'en profiterai puisque je vais normalement faire une séance de dédicace à la FNAC de Lyon et puis aussi au Cercle des officiers, puisqu'on parle de la guerre de 14, le Cercle des officiers de Lyon. Mhm. Et la même chose à Paris. À Paris, je vais faire le Cercle des officiers aussi à Paris pour parler de mes tranchées de 14-18 Mhm. de mes 20 ans. Mhm. Et est-ce que quel serait le message à donner à toutes les personnes qui sont encore victimes et qui sont encore dans le silence? Est-ce que depuis la sortie de l'aile brisée, tu as eu des personnes qui se sont confiées à toi pour raconter un petit peu les mêmes sévices qu'ils ont subis? Oui, oui, ben c'est pas, oui, absolument. C'est un livre qui libère la parole, quoi. Ça m'a rapproché de beaucoup de monde et moi-même, ça m'a beaucoup libéré. Donc, moi, mon but, en fin de compte, de l'aide brisée, c'est pour Mm. ouvrir les yeux aux jeunes enfants, mais aux parents surtout. Mm. C'est les parents parce que je dis, le prédateur, il est pas loin, il est autour de Mm. toi, il est dans ta famille souvent, ou les amis très proches. C'est des fois le grand-père, l'oncle, le copain de ton père, ou un frère aîné, ils sont là. Donc, l'aile brisée, c'est ça. C'est ça. Ou tes C'est un propres appel au parents. secours. Mm. Ouais. Ou tes propres parents, parce que l'inceste est quand même aussi Ou les propres parents, oui, oui. largement Il y en a partagé. que c'est leur père, Mm. c'est Mm. terrible. C'est terrible. Mais tu sais, moi, j'ai déjà. C'est pareil, après, il y a des choses que tu oublies, tu mets dans des tiroirs enfant, parce que j'ai souvenir, moi, quand j'étais enfant, alors j'étais beaucoup plus petit, je devais avoir 6 ans, 5-6 ans, maman m'avait mis dans une espèce de pension dans les monts du Lyonnais, parce que j'avais des problèmes aux poumons, voilà. Et j'étais gardé par une dame qui gardait d'autres enfants, elle gardait une dizaine de gosses. Et le dimanche matin, elle emmenait tout le monde à la messe. Et je Mm. ne sais pas pourquoi, moi, je n'allais pas à la messe parce que je devais être mal, comme j'avais des problèmes aux poumons, peut-être qu'on ne pouvait pas me sortir, je ne sais pas. Et il y avait la fille de la ferme qui me gardait tout seul, et elle me violait. Une fille qui devait avoir 20 ans, moi j'avais 6 ans. Tu vois, elle m'obligeait à faire des saloperies. Et j'avais souvenir que moi, ce qui m'avait marqué le plus, en fin de compte, parce que je ne comprenais pas bien à 6 ans, je ne comprenais pas bien ce qu'elle me faisait faire, mais j'avais acheté une petite bouteille de parfum à la violette, un truc horrible, pour ma mère. Et elle se parfumait la chatte avec le parfum de ma mère. Donc j'avais été obligé de rajouter de l'eau dans la bouteille pour pas que ça se voit. Mais voilà, mais ça, le tiroir s'est réouvert il y a 3 ans. Mm. Et encore une fois, que je repose, enfin, je t'ai déjà posé la question tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression quand même on vit une heure de révélation. Il y a la pédophilie d'un côté, certes, qui est déjà horrible, mais il y a la pédocriminalité qui est quand même quelque chose de encore plus foudroyant et encore plus détestable. Tu restes quand même relativement confiant dans les années qui viennent, en sachant que vraiment ce crime monstrueux de pédophilie, de pédocriminalité va enfin peut-être être Il, pris au sérieux il, et on va enfin entendre il la parole de faut, parents. il faut l'être Des parce enfants, que, pardon. je veux dire, Pardon. il y a la libération de la parole quand même maintenant. Donc, il y a plein de choses qui sortent, qui se disent, Hmm. alors que ça ne se disait pas du tout. Et Hmm. qu'on commence
à apprécier, à croire à la parole des enfants. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mm. Parce que déjà, l'enfant subit le viol, l'enfant est apeuré parce que l'autre lui dit que son père ou sa mère va le tuer. Voilà. Donc, c'est terrible pour un gosse quand même. C'est terrible. Mm. Terrible. Mais j'ai espoir, j'ai espoir. C'est pour ça que je voudrais mettre ma patte, moi, avec l'aile brisée, mettre ma patte dans cet engrenage qui Mm. fait qu'on va aller vers un mieux et qu'on va sauver tous ces gosses de ces saloperies, quoi. Mm. On Et va puis terminer. être vraiment sévère. Mm. Voilà, être vraiment sévère, je veux dire. Moi, le fait que tu vois des mecs qui violent des gosses et que 3 ans après, tu les vois ressortir de prison et qu'ils en reviolent d'autres. Voilà, moi, c'est des choses qui me mettent hors de moi. Voilà, il faudrait que ce soit exemplaire. La sévérité doit être exemplaire. Parce que c'est tellement terrible de bousiller des enfants, parce que je me sens heureux par rapport à d'autres. Je veux dire, je connais même encore des gens qui ont été violés et qui ne s'en sortent toujours pas. Mm. Ils sont adultes et ils ne s'en sortent pas, c'est resté. Moi, je suis arrivé à m'en sortir, mais c'est terrible le mal que ça peut faire, quoi. Mm. Très bien. Quel serait ton, euh, si là, tu avais à chercher un souvenir, le plus beau souvenir que tu as eu depuis ta naissance sur cette belle planète, ça serait quoi pour garder tu vois, un beau message à partager à ceux qui vont regarder cette vidéo? Qu'est-ce que tu aimerais envie de leur dire par rapport à un souvenir qui encore continue de t'émouvoir quand tu y penses? Euh, Comme message, c'est de s'aimer, de faire attention. L'attention. La vie peut être très belle, mais il faut faire attention, c'est tout. Faire Hmm. attention. Mais même continuer quand tu es adulte, il faut continuer à faire attention parce que tu es entouré après, je le vois actuellement, moi, tu vois, quand tu fais un métier d'auteur ou de gens que tu Hmm. es un petit peu célèbre, qu'on te connaît, tu es entouré de plein de gens qui te violent quelque part. Tu vois, c'est plus de l'inceste, mais c'est un genre d'inceste encore qui essaye de te bouffer, de te grignoter des trucs. Donc, moi, je trouve que l'attention doit être au maximum. Et puis, voilà, écoute, moi, je suis sur la fin de ma vie maintenant. Donc, mon truc, c'est que je sors encore, il y a 2, 3 trucs à sortir. Il y a ce show de mon grand-père. Là, je vais écrire, on va faire un spectacle par rapport au livre de mon grand-père. On est en Hmm. train de monter un spectacle. Il y a le théâtre de Tahiti, le Rideau Rouge, qui nous demande pour être, qu'on aille là-bas jouer ce spectacle. Et puis après, je voudrais écrire un spectacle sur ma vie. Et puis voilà, après, c'est terminé. Après, je serai un vieux monsieur. Mais non, c'est pas forcément terminé. Oui, il y a peut-être tout commence justement. Oui, ou Euh, alors, hmm. Ouais. peut-être que l'aile brisée m'emmènera sur d'autres. Voilà, la proposition que tu m'avais faite en disant que peut-être qu'on aurait une possibilité à faire inclure par rapport à ton film, tu vois, à passer l'aile brisée dans les salles de cinéma, c'est des choses magnifiques parce que ça Non, serait. mais alors, je te l'ai dit, pour l'instant, j'ai pas pu le faire parce que c'est un peu compliqué. Je me suis renseigné pour mettre comment ça s'appelle, le clip au début du film parce que c'est voilà, c'est une autorisation CNC, c'est un peu compliqué. Mais en revanche, une chose est sûre, c'est que, et ça je le regrette parce qu'on avait fait une belle avant-première au Grand Rex et j'ai pas eu le temps de mettre le film sous forme DCP, de préparer, mais je le ferai, je le ferai. Il y aura encore beaucoup de débats. Il y aura encore beaucoup de débats autour du film Les Survivantes. Et c'est une promesse vraiment que je te fais. On ira ensemble. Si on fait une belle projection à Paris dans une grande salle avec toutes les survivantes et on diffusera ce clip avant parce que c'est un clip qui est magnifique que je vous invite à découvrir juste après ce petit entretien que j'ai eu C'est avec Gilles. Encore un immense merci. Tu connais énormément de personnalités. Tu as rencontré pas mal de gens célèbres. Est-ce que, beaucoup. Ben, est-ce que écoute, moi, est-ce que- j'ai ma marraine, Kéline Renaud, et Hmm. j'ai souvenir de lui avoir envoyé le clip de l'aile brisée.
Et elle m'a téléphoné en larmes. Elle me dit, mais comment, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît, pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Je dis, ben parce que c'était pas le moment, voilà, c'est pas quelque chose dont on parle comme ça. Je dis, maintenant, j'ai l'âge et la raison qui font que je peux, mais voilà. Mais beaucoup de gens s'y intéressent. Là, dimanche, là, j'ai la mère du 8e, Madame Jeanne d'Auxerre, qui vient et qui, pareil, qui est au courant, qui a vu le clip, il a pleuré, qui a pleuré toutes les larmes de son corps, et elle est très proche de moi. Il y a beaucoup de gens. Brigitte Macron aussi aime beaucoup. Eh ben, c'est magnifique. Écoute, en tout cas, voilà, ça va. L'interview se prend fin parce que c'est juste une question de temps. En tout cas, je te remercie infiniment d'avoir accepté ma petite invitation. Ben écoute, moi, J'espère vite te revoir dans une salle de cinéma en regardant ce clip que je vous invite à découvrir maintenant sur grand écran. Je te dis plein de belles choses, Gilles, avec tout mon amour, tout mon respect, et je te dis à très bientôt en tout cas. Salut, Gilles. merci pour tout. Je t'embrasse. Il y a de ça tout juste 60 ans. Une rencontre familiale. Tout ce qu'il y a de plus normal dans une famille. J'avais tout juste 8 ans, mignon, sage et heureux. On m'appelait Gilou. Un cousin de quelques 14 ans de plus que moi venait s'occuper des enfants que nous étions, mon frère et moi. Je voyais en lui un grand frère. Il avait une fiancée qu'il épousa très vite. Mes parents m'avaient mis dans une pension au-dessus de Lyon. Puisque nous remontons sur Lyon, nous prenons Gilou qui couchera à la maison. Et le lendemain matin, je l'emmènerai à la pension. Ce fut fait comme ça. Je couchais dans une petite chambre d'amis et je pus ainsi faire ma rentrée scolaire sans problème. Je trouve plutôt cool de remonter Gilou à la pension. Ça vous évite de faire 120 km. Mes parents acquiescèrent. Ce soir-là, je ne sais pour quelle raison, je ne pus coucher dans la petite chambre d'amis, mais dû trouver une place dans le lit conjugal, de son côté à lui. Pour laisser sa femme à l'aise dans le lit, il se blottit contre moi en me tenant serré. Et très vite, je fus envahi d'un sentiment bizarre, car je sentis son sexe brûlant contre moi. Sa voix me murmura à l'oreille, accompagnée de son haleine forte. C'est normal. C'est parce que je t'aime beaucoup. C'est notre histoire à nous, notre secret. Personne ne doit savoir, surtout pas ton père. Il te tuerait. Je restais pétrifié par la peur, surtout de penser que mon père pourrait l'apprendre et qu'il pourrait me tuer. Je ne comprenais pas pourquoi mon père pouvait me tuer, puisque comme le disait sans arrêt le cousin, c'était normal, c'était la vie, c'était notre secret à tous les deux. J'étais partagé entre la peur panique et l'incompréhension. Il me viola durant 6 longues années, de 8 à 14 ans. Je garde en moi depuis 60 ans les odeurs, les gestes obligés, les pénétrations douloureuses, ma vie d'enfant bousillé, mon mal-être, toujours cette peur. Le viol a su à jamais éteindre cette lumière d'enfance, tel un voleur. Les prédateurs d'innocents sommeillent dans votre entourage. Prenez garde à vos enfants.